Bonjour Magid Cherfi, nous sommes au studio Elixir que vous connaissez bien à Toulouse, vous avez travaillé plusieurs fois. Toulouse où vous êtes né, j'insiste parce que justement l'émission Plus près de vous, dont vous êtes le parrain en quelque sorte puisqu'il s'agit de la première, est proposée par Locality, c'est-à-dire si on accorde de l'importance au lien qu'entretiennent nos invités avec le local. Alors pour les distraits, je rappelle, vous êtes chanteur, vous êtes écrivain, vous êtes acteur, 6 albums avec Zebda, 3 en solo, le dernier catégorie Rennes, et également 4 livres, dont les 2 derniers, Ma part de Gaulois, qui a été sur la liste du prix Goncourt, et ça vous avait fait très plaisir, je le sais, et je lui souhaite la même chose au suivant qui fait écho, La part du Sarrasin. Alors, je disais que nous nous attachons ici à mettre en valeur les liens plus ou moins privilégiés qu'entretiennent nos invités avec le lieu. Le lieu, ça peut être une vaste surface, j'allais dire, un vaste territoire plutôt, comme le pays, puis on peut restreindre le cercle et parler de la ville, parler du quartier, parler de la commune, du communauté de communes, etc. Vous, j'ai retenu 3 cercles concentriques. Le premier, ce serait le pays, parce que justement, d'origine étrangère, vous avez un rapport qui ne va pas forcément de soi, en tout cas qui a entraîné quelques problèmes, ne serait-ce qu'administratifs. La preuve avec, je vous disais tout à l'heure, avant que les caméras tournent, que j'avais fait quelques recherches sur Wikipédia, bien sûr, et que j'ai vu cette étrange phrase « demande à 18 ans sa réintégration dans la nationalité française », étrange parce que l'administrateur ajoute entre parenthèses « pas clair », mais l'obtient difficilement en raison de son militantisme, et là aussi, entre parenthèses, référence nécessaire. Alors donnez-nous ces références. C'est quoi cette réintégration? Vous n'étiez pas d'ores et déjà par le droit du sol naturalisé français? Non, non, parce que mes parents étaient algériens, mais avant, alors donc il ne s'agissait pas d'une naturalisation, mais d'une réintégration, puisque mes parents étaient algériens, mais l'Algérie était française. Oui, ah oui, oui, tout à fait. Puis Voilà, ensuite, il y a eu l'indépendance, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés de nationalité algérienne et qu'il fallait faire la démarche, et c'est bien ça. absolument, Et comment ça s'est absolument. passé? Pourquoi on vous Et donc l'a... je fais ma démarche de naturalisation et je reçois un courrier en retour du ministère de l'Intérieur. Donc refus, les raisons, danger pour les institutions de la République. Mon Dieu, c'est presque flatteur. Danger. C'eût été flatteur. Mais j'étais pas finalement assez militant Ouais. je voulais plus être Français français que que... militant. Ouais. Et comment vous l'avez vécu, ça? Alors, vous... Alors, c'était, ouais, évidemment, ils veulent pas d'arabe. J'ai eu un réflexe un peu de tripe. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. De tripe. Mais vous savez Et pourquoi qu'est-ce qu'il est déplacé? j'ai Parce jamais qu'à eu de. l'époque, vous militiez contre le Front National, c'est Ouais, pas, ouais. vous militiez pas contre la République. Non, non, mais il y a eu une confusion à mon avis, dans les renseignements généraux. Parce que si vous militez en tant que Français blanc contre le Front National, vous êtes un militant antifasciste. Mais si vous êtes maghrébin, vous êtes, euh, vous C'est êtes plus quelqu'un qui suspect. trouble Ouais. l'ordre public. C'est quelque chose de subversif. Et alors, il me semble avoir saisi, moi, une confusion dans tout ça. Et en tout cas, j'ai jamais eu de réponse. Et danger pour les institutions de la République, je me suis dit, c'est sûrement mes manifs anti-Front National, mais voilà, mon combat antifasciste qui a provoqué cette confusion. Alors parlons de ce combat antifasciste. C'était au sein du quartier des Isards Ouais, que vous pratiquiez ce combat-là. oui. Et de quelle manière? Donc, on a créé à l'époque une association de quartier. Mhm. Il s'en créait beaucoup au début des années 80, notamment avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, puisque les étrangers pouvaient se réunir en association. Donc, on a eu ce droit-là. Et premier objectif pour nous, soutien scolaire.
puisqu'évidemment... Mais ça m'intéresse, parce que justement, dans mes recherches, et puis on le voit à travers ma part de Gaulois, où il y a ce travail-là, Oui. vous dites quelque part dans une interview, l'unique solution, c'est l'école. Et on ne s'en sortira pas, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le monde dont vous rêvez n'est pas encore arrivé, Non. hélas. Mais Non. ça reste valable, cette phrase, l'unique solution, c'est l'école. Oui, ça me paraît une espèce d'évidence absolue pour tous. L'école, toujours l'école, parce qu'il nous faut une formation et que chaque individu, pour avoir accès à son libre arbitre, a besoin d'une formation. Donc il y a l'éducation de la maison, et puis après l'éducatrice, maîtresse, l'école républicaine, laïque, obligatoire. Et j'ai une croyance en celle-là d'école. Et cette croyance, elle n'est pas toujours partagée. Il y a des gens qui se méfient de l'école, non parce qu'elle formate, parce qu'elle... Oui, bon, on peut après y trouver toutes sortes de faiblesses, d'inconvénients. C'est vrai que c'est une école qui prend les élèves comme ça en bloc, comme si c'était un seul et même individu, et tout le monde avance. Et qu'elle oublie parfois les spécificités. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Notamment culturelles. Ouais. Alors ça va beaucoup mieux maintenant. Mais pendant très longtemps, cette école républicaine a pris tous ces mômes en oubliant leur spécificité identitaire, culturelle. Et donc, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et si on poursuit le parallèle sur justement l'intégration, les revendications culturelles ou identitaires, et que vous regardiez l'époque où vous étiez effectivement là-dedans, où le combat commençait, et les combats qui se poursuivent sans doute sous d'autres formes maintenant, vous voyez ça comme un progrès ou au contraire comme une exacerbation? Comme un progrès. Comme un progrès, parce que finalement, tous ces conflits, c'est aussi la prise de conscience des nouvelles générations. Ouais. Moi, mon père a vécu courbé. Il a toujours eu peur des Français, comme il disait. Parce que, voilà, l'époque voulait que... et quand Mitterrand est arrivé, vous racontez que c'est terrible pour eux. Si je bon, là, il y a eu... Bon, voilà, là, il y a eu... une peur incroyable. Ouais, la gauche arrive au pouvoir et les parents ont peur et veulent rentrer chez eux. C'est curieux. C'est un truc de fou. Ouais. Mais la seconde génération, nous, avons relevé la tête. Mais la troisième, celle qui arrive, elle a une exigence absolue. Il n'est pas question pour nous de subir quelque discrimination que ce soit. Ouais. C'est pour ça qu'on voit, pour les manifs en solidarité avec Adama Traoré, on voit pour la première fois, dans la rue, des milliers de jeunes noirs, mais qui sont des Français. Et alors on dit, oui, bon, qu'est-ce que c'est? Mais en vérité, on devrait se flatter d'avoir ces mômes descendre dans la rue pour revendiquer l'égalité des droits. Et c'est ce qui a été revendiqué par nous il y a une trentaine d'années, et c'est ce qu'ont revendiqué des générations antérieures. Alors, les choses avancent, mais on est loin du compte. Voilà. Et vous y croyez, vous, qu'un jour on soldera ces comptes-là ou pas? Je ne crois pas qu'il y ait un jour de règlement définitif. Ouais. Je crois en l'avancée. Je crois que les générations vont faire avancer la chose, que ça va aller mieux. Mais mes parents sont arrivés dans les années 60. Il y a encore des migrations des années 2000. Donc voilà, c'est une espèce de mouvement permanent. Et il s'agit de l'anticiper plutôt que de le subir. D'accord. Quel regard, vous êtes toujours à Toulouse, vous êtes né à Toulouse, vous habitez toujours Toulouse, quel regard vous portez sur cette ville? Alors pour moi, c'est la ville du cœur, puisque les endroits que j'aime sont les endroits où vivent les gens que j'aime. Donc mon attachement à Toulouse, c'est un attachement de gens, mes parents, mes frères et sœurs, les profs qui m'ont... par exemple, les sœurs de l'abbé Pierre qui nous ont fait du soutien scolaire. Magide né à Lille, c'est pas Magide né à Toulouse. Pas tout à fait, parce qu'il y a dans Toulouse l'idée occitane. Toulouse, c'est une ville de campagne, une identité rurale.
Et donc, je me suis moulé dans la revendication occitane, aussi parce que je suis Qu'est-ce que fils vous de... appelez la revendication occitane? L'idée qu'on puisse avoir droit à une culture qui soit minoritaire, mais auquel on puisse avoir droit à des écoles où on puisse apprendre l'occitan, défendre une identité locale, mais avec un idéal universaliste. D'accord. On va passer de l'identité locale ou occitane ou occitaniste à la part du sarrasin. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? En découvrant le titre de ce livre qui sortira fin août, j'ai été étonné de, après ma part de Gaulois, ne pas découvrir ma part de Sarrasin. Pourquoi la part du Sarrasin? On la laisse de côté ou c'est les autres qui la laissent de côté, c'est ça? Non, c'était pour apporter une complémentarité. Donc, ma part de Gaulois, attention, il y a la part du Sarrasin. Ah oui. Donc, il y a une espèce de voilà d'interrogation un peu invisible au milieu, mais qui fait un élément complémentaire. Et alors cette part du Sarrasin, elle s'est manifestée au sein même de Zebda, je crois. Oui, en particulier, puisque ça a été ma vie. Essentiellement, ma vie a été la vie du Zebda, puisqu'on a passé tout notre temps à composer, vivre et tourner. C'est ce que raconte le livre. Et c'est ce que raconte le livre. C'est, dans ma part de Gaulois, c'était comment on adhère à la France, comment elle vous embrasse et vous accepte. Et puis... Vous embrasse ou parfois vous égratigne. Il y avait cet aspect-là aussi, non? Oui, bien sûr. Rien n'est jamais tout blanc Ouais, tout à fait. dans l'un ou tout blanc dans l'autre. Et dans la part du Sarrasin, c'est appuyer davantage sur ce qui fait blocage de nos origines. Alors parfois, elles peuvent nous élever, et parfois, dans la part du Sarrasin, ne serait-ce que dans la création, quand j'ai demandé aux musiciens de Zebda d'intervenir dans le chant oriental, oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Donc ça a été quand même un choc pour eux qui étaient qui vivaient, qui ont été aux mamelles des Rolling Stones et des Beatles. Et des Beatles, oui, mais ça a été bénéfique pour la musique. C'est justement, j'imagine. Plus que pour la musique, je dirais que ça nous a grandi humainement. Après, dans la musique, on a essayé effectivement de faire ce mix universaliste. Oui, mais ça fonctionnait, je pense, aussi grâce à ça. Pour terminer, donc plus près de vous, mais chaque fois, sous l'égide de Localitis, des personnalités ou des associations en valeur. Tout à l'heure, je vous ai préparé à ça, je vous ai dit, bon, Magid, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin dont l'action vous intéresse? Et vous n'avez pas hésité une seconde. Oui. Ça se passe à Aucanville, je crois. Oui, ouais. À Aucanville. Alors tout de suite, j'ai pensé à une association qui s'appelle Neurodiversity, qui traite du problème de l'autisme en général. Et encore une fois, c'est un ami d'enfance qui m'a interpellé en me disant « Viens nous aider, on est en train de réfléchir sur comment faire une place dans la société à tous les gens atteints d'autisme. Et l'autisme, je me suis aperçu que c'est un vaste domaine. Ce n'est pas seulement l'image qu'on croit de personnes handicapées lourdement, c'est aussi une multitude de sensibilités. Oui, de personnalités. Voilà, et donc on travaille sur cette idée. On retrouve de l'inclusion. De l'inclusion, on retrouve votre goût pour l'acceptation de la différence. Absolument, c'est mon combat. Bon. Merci Magid, merci beaucoup.